Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. La prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, une fois de plus consacrée, un plan salué par le Koweït et la France notamment. C'est à une écrasante majorité que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger pour une année le mandat de la MINURSO. En Irak, les grèves et les sit-ins se multiplient. De nouveaux affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre qui, tirés à balles réelles, ont fait 14 victimes. Elles viennent s'ajouter aux plus de 230 morts depuis le début de la contestation en octobre. Une nouvelle entreprise prend les clés du transport collectif dans la métropole. Un nouveau contrat de gestion délégué de transport collectif urbain par autobus dans les territoires des 18 communes du Grand Casablanca a été signé. Il prend effet demain. La fondation Belkahia à Marrakech donne carte blanche à l'artiste Hassan Hejjaj qui a fait passer derrière son objectif les plus grandes pop stars du moment. L'artiste a investi l'espace avec ses œuvres constituées de photographies mais également d'objets qui font partie intégrante de son univers artistique. C'est à découvrir à la fin de cette édition dans la chronique de Samia Hadsi. Madame, Monsieur, bonsoir. La prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain a une nouvelle fois été consacrée. Un plan salué notamment par le Koweït et la France. C'est à une écrasante majorité que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger pour une année le mandat de la MINURSO. La résolution 2494 conforte les fondamentaux de la position du Maroc. Le reportage de nos envoyés spéciaux à New York, Lahsen et Abdelrahim Bouhidjoui, le récit est de Amina Benkhalq. Pour les diplomates présents ici, la résolution 2494 encourage la reprise du processus politique en s'appuyant sur les progrès accomplis. Ce texte salue surtout pour la 13e année consécutive les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans la gestion du dossier du Sahara. Des efforts incarnés par l'initiative d'autonomie présentée en 2007. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur permanent de la France à l'ONU. Même son de cloche du côté de l'ambassadeur du Koweït. Nous réitérons la position du Koweït qui soutient l'initiative marocaine d'autonomie. Il s'agit d'un plan constructif qui vise à trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Nous réitérons également notre appel au respect de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale. Et selon l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, cette résolution a clairement tracé la voie pour le prochain envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. D'après Omar Hillel, le renouvellement du mandat de la MINURSO d'une année après 3 mandats consécutifs de 6 mois n'est pas la seule nouveauté qu'apporte ce texte. En plus du renouvellement de la mission de la MINURSO pour 1 an, cette résolution apporte d'autres nouveautés. Elle considère que les tables rondes sont un véritable processus politique qui permettra de trouver une solution au dossier du Sahara. Cette résolution a également cité les 4 participants à ce processus, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario. Cette résolution réitère également l'appel du Conseil de sécurité depuis 2011, celui visant le recensement et l'enregistrement des populations des camps de Tindouf, et ce, conformément au droit international humanitaire. Après l'adoption de cette nouvelle résolution, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé. Pour Nasser Bourita, la résolution 2494 réaffirme la pertinence de la position marocaine et conforte la dynamique positive et le soutien de plus en plus fort aux fondamentaux de cette position. Parmi les points importants de ce nouveau texte, le processus des tables rondes comme seul cadre pour parvenir à une solution politique aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Reportage Jada Berden, le récit et de Hind Benabimi. La résolution 2494 adoptée hier par le Conseil de sécurité vient réaffirmer la pertinence de la position marocaine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. D'après Nasser Bourita, le texte comprend 3 messages importants dont le premier concerne le processus de table ronde comme seul cadre pour parvenir à une solution politique aux différends du Sahara. Et je rappelle que le processus des tables rondes, c'est d'abord un format de participation qui exige l'implication de toutes les parties prenantes, et notamment l'Algérie, appelée à assumer un rôle dans ce processus à la hauteur de sa responsabilité dans le différend lui-même.
Le processus des tables rondes, c'est également un mandat qui est, comme le précise le paragraphe 2 de la résolution, la recherche d'une solution réaliste, réalisable, basée sur le compromis et rien d'autre. Pour Nasser Bourita, le deuxième message fort de la résolution concerne le retour à une prorogation de 12 mois du mandat de la MINURSO. À travers cette prorogation, le Conseil de sécurité d'abord souligne l'importance de la sérénité dans le processus pour construire une dynamique réelle, sérieuse. Mais le Conseil de sécurité, à travers cette prorogation, tient compte d'un contexte régional où le besoin de la clarté, le besoin de visibilité est nécessaire pour pouvoir avancer vers une solution. Le troisième point important de cette nouvelle résolution porte sur la préservation et la consolidation des acquis réalisés par le Maroc dans les textes précédents. La résolution réitère la prééminence de l'initiative marocaine. La résolution souligne que la solution ne peut pas sortir du cadre du réalisme, du compromis et de l'applicabilité. 3. La résolution insiste sur le recensement des populations de Tindouf. Et enfin, la résolution réitère l'injonction faite au Polisario d'arrêter toute provocation. Des éléments salués par le Royaume qui réitère son attachement au processus politique dans le cadre de paramètres précis qui sont notamment pas de solution en dehors de l'autonomie dans le respect de la souveraineté du Maroc et pas de processus sans une implication pleine et responsable de tous les acteurs. L'adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité est le premier point qui a été abordé aujourd'hui lors de la réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif intervenant en ouverture de ce Conseil. Saadi Letmani a considéré que la nouvelle résolution appuie la consécration des constantes défendues par le Maroc. Il a déclaré, je cite, « Nous nous en félicitons et tenons à en féliciter la diplomatie marocaine, tant officielle que parlementaire, ainsi que la société civile et les Marocains du monde qui défendent avec fierté leur pays ». Fin de citation. Une conférence internationale sur les parlements et les enjeux de la sécurité alimentaire. La rencontre qui s'est tenue aujourd'hui au Parlement à Rabat a permis de dresser un diagnostic. La représentante de la FAO au Maroc a dans ce sens souligné que 820 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et que 2 milliards souffrent d'une forme de malnutrition en dépit des efforts déployés par l'Organisation internationale pour remédier à cette situation. Et pour parler plus en détail de cette conférence, nous retrouvons en direct de Rabat le président du Parlement panafricain, Monsieur Roger Nkododang. Bonsoir. Alors, un réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe a été mis en place. Comment les parlementaires peuvent-ils intervenir, agir, sachant que la faim dans le monde affecte de plus en plus de personnes? Le nombre de personnes souffrant de sous-nutrition n'a jamais été aussi élevé. Bonsoir madame, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative du Maroc, chapeautée par Sa Majesté le roi du Maroc et le Parlement marocain d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence dont l'importance n'est plus à démontrer. Il faut voir les délégués venus de l'Amérique latine, des Caraïbes, du monde arabe et nous, Parlement panafricain, Parlement de la CEDEAO, pour venir débattre d'un problème qui est un problème crucial pour notre continent. Car l'Afrique aujourd'hui, les Africains meurent beaucoup des maladies cardiovasculaires dues pour la plupart par la malnutrition, mais également de la famine. Et le continent africain est confronté par un autre grand défi, celui des changements climatiques avec tous ces colorés. Donc il a été question que nous réfléchissions comment nous pouvons se mettre ensemble entre les pays de l'Amérique latine, les pays arabes et les pays africains pour réfléchir et mettre en place une alliance contre la faim. Donc nous allons au terme de nos travaux conclure à la signature d'un protocole mettant en place cette alliance pour effectivement lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique. Il faut bien noter que l'Afrique, il y a une différence entre ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire. Certains pays se targuaient encore la poitrine en croyant qu'ils étaient autosuffisants alimentaires, et la sécurité alimentaire qui nécessite d'aller un peu plus loin
dans les prévisions, mais malheureusement, avec les changements climatiques, ceci n'est plus possible. Donc, nous avons pointé le Parlement panafricain, par ma voix, à pointer le doigt sur le respect de l'accord de Paris, de la COP 21 à Paris, et des engagements pris par Sa Majesté le roi du Maroc lors de la COP 22, qui était une COP d'action, mais malheureusement, depuis 1992 à nos jours, rien n'a été fait. Les pays pollueurs refusent toujours de payer les fonds de contrepartie pour les pays en voie de développement comme l'Afrique, et la pauvreté ne fait que s'installer au jour le jour. Alors, pour terminer, une question sur les relations entre le Parlement panafricain que vous présidez et le Parlement marocain. Comment vous les évaluez, surtout après le retour du Royaume au sein de l'Union africaine? Mais le retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine et par ricochet au Parlement panafricain, nous entretenons de très bonnes relations de coopération. Le Maroc prend effectivement part à toutes les sessions du Parlement panafricain par ses 5 délégués, comme tous les autres pays. Et le Maroc appuie l'agenda du Parlement panafricain, puisque le Parlement du Royaume et le Royaume lui-même ont déjà non seulement signé le protocole de Malabo, qui donne les pleins pouvoirs législatifs au Parlement panafricain, mais ils ont ratifié. C'est pour dire que le Maroc n'hésite pas à pousser l'agenda de ce Parlement pour que ce Parlement devienne effectivement un Parlement législatif. Mais également, il y a des interactions entre nous, comme cette invitation. Il a fallu que je vienne joindre la voix de 275 parlementaires qui composent le Parlement panafricain à la conférence de Rabat, pour que nous regardions ensemble vers la même direction, celle de la sécurité alimentaire des peuples africains, qui est un problème qui incombe au premier chef, aux législateurs que nous sommes, parce qu'il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est de voter des lois en faveur de la sécurité alimentaire, mais l'autre facteur également est de les appliquer. Mais le plus gros ennemi de tout ça, ce sont les changements climatiques, tels que je l'ai dit. L'Afrique a été récemment très touchée par le cyclone Kenneth et le cyclone Ida, qui ont ravagé une bonne partie de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, les pays du Zimbabwe, le Malawi, la Zambie, le Mozambique et les Comores. Donc je pense que l'initiative qui a été prise répond aux préoccupations du Parlement panafricain et du Parlement marocain de venir au bout des problèmes alimentaires en Afrique. Je rappelle que vous êtes le président du Parlement panafricain. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous ouvrons la page internationale avec cette terrible tragédie au Pakistan. Au moins 74 personnes, dont de nombreux pèlerins, ont péri dans un incendie à bord d'un train de voyageurs déclenché par l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz de cuisine. Le point avec Rita Sarr. Des sirènes qui retentissent, signalant l'urgence et la gravité de la situation. Depuis ce matin, le chaos règne dans cette zone rurale du Pendjab. Devant l'hôpital de Liakpour, l'un des plus proches du lieu de l'accident, les ambulances se succèdent avec à leur bord les victimes de cette catastrophe. Des rescapés traumatisés, présentant pour la plupart de graves brûlures. Un cylindre a explosé, je ne sais pas comment le feu a éclaté partout. J'ai sauté du train pour sauver ma vie. Le train est en marche quand 2 bonbonnes de gaz explosent et provoquent un incendie. Le feu se propagera très rapidement dans les wagons. En quelques minutes, 4 voitures sont consumées par d'immenses flammes, prenant au piège des dizaines de voyageurs. Des images terrifiantes qui hantent depuis ce matin les témoins et victimes du drame. Dans l'attente des secours, au beau milieu d'une atmosphère cauchemardesque, de nombreux civils ont prodigué tant bien que mal les premiers soins aux blessés venus pour la plupart du sud du pays et se rendaient à un rassemblement religieux près de Lahore. Plusieurs membres du gouvernement de cette province du centre du Pakistan se sont rendus sur place pour apporter leur soutien aux victimes. Une nouvelle tragédie qui vient s'ajouter aux nombreux accidents de train survenus dans le pays. Des accidents résultant, selon le Premier ministre pakistanais, de décennies de négligence de l'infrastructure ferroviaire du Pakistan. En Irak, les grèves et les sit-ins se multiplient. De nouveaux affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre qui, tirées à balles réelles, ont fait 14 victimes. Elles viennent s'ajouter aux plus de 230 morts depuis le début de la contestation. Les développements avec Amina Benkhal.
Les grandes artères de Bagdad noires de monde. La mobilisation ne faiblit pas dans la capitale ainsi que dans l'ensemble du sud du pays. La revendication est toujours la même, le départ du pouvoir en place. Pour tenter de désamorcer une crise qui aura fait 240 morts en un mois, le président irakien vient de proposer des élections anticipées. Je tiens à confirmer qu'en tant que président de la République, j'approuverai des élections anticipées sur la base d'une nouvelle loi électorale et d'une nouvelle commission électorale. Le président a également déclaré que le Premier ministre était d'accord pour démissionner à condition que la majorité et l'opposition arrivent à désigner un remplaçant, une annonce qui n'aura pas trouvé écho auprès des manifestants. Nous voulons un pays libre, nous ne voulons plus de partis politiques ou de milices au pouvoir. Nous sommes fatigués, cette situation est intenable, nous voulons voir s'améliorer les choses. En dehors du renouvellement de la classe politique, les Irakiens exigent des mesures sociales dont la création d'opportunités de travail, car le chômage touche aujourd'hui 25% des jeunes. Des images rares qui ont fait le tour du monde. Le Pentagone a dévoilé des images du raid américain qui a permis de tuer Abu Bakr al-Baghdadi, le leader autoproclamé de Daesh. Des photos et extraits diffusés par l'armée américaine lors d'une conférence de presse. Sur les images, on voit notamment une dizaine de soldats approcher du bâtiment où était retranchée la tête pensante de Daesh dans un village du nord-ouest de la Syrie. Retour à l'actualité nationale avec ce verdict en appel qui a été confirmé. La chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la cour d'appel à Salé a confirmé hier soir la peine de mort prononcée en première instance contre les 3 principaux accusés pour les meurtres des 2 touristes scandinaves dans la région d'Imlil, dans la province d'El Haouz. La cour a également décidé de commuer en peine capitale la condamnation à la prison à perpétuité contre l'un des individus poursuivis dans cette affaire. La maire de Paris, en visite de travail au Maroc, s'est rendue au siège du Conseil économique, social et environnemental. Anne Hidalgo a assisté à la 103e Assemblée générale du Conseil durant cette session. La maire de Paris s'est félicitée de l'amitié historique entre le Maroc et la France, ainsi que des projets futurs et du partage d'expertise entre les 2 capitales. De son côté, le président du CESE, Ahmed Reda Ben Chami, a relevé que le Conseil a pour objectif de s'ouvrir sur différentes expériences réussies, notamment l'expérience parisienne en termes de mobilité dans les grandes villes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a également visité l'école nationale de cirque Chemsi à Salé, considérée comme un levier d'inclusion et de justice sociale pour les jeunes mineurs en situation de précarité. Reportage Abdelhamid El-Morabet, le récit et de Rita Saha. Cet acrobate du cirque Chemsi s'entraîne à la corde aérienne sous le regard admiratif d'Anne Hidalgo. Cet après-midi, la maire de Paris a pu rencontrer de nombreux jeunes en situation précaire qui, grâce à leur volonté et le soutien de leur nouvelle école, ont réussi à trouver leur voie. Un lieu où on forme, où on accueille, où on accompagne dans la durée des jeunes pour qu'ils puissent avoir un avenir, choisir cet avenir, c'est vraiment quelque chose de très beau et qu'on a envie d'accompagner. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de liens avec des lieux parisiens. Par exemple, le théâtre Montfort à Paris, qui est déjà en lien avec cette école. Créée en 1999 à Salé, l'école Chemsi offre une formation professionnelle de 3 à 4 ans à de nombreux enfants de la rue, avec à la clé un diplôme reconnu par l'État. Hormis le cirque, les élèves peuvent également se former à la danse, au théâtre, aux arts plastiques ou encore se spécialiser dans les régissons et lumières. Nous sommes très heureux de pouvoir partager cette expérience et pas seulement la partager, mais imaginer que dans un futur proche, nous puissions collaborer, que ce soit au Maroc ou à Paris, dans de nouveaux projets. À l'issue de sa visite, la maire de Paris a assisté à un beau spectacle, haut en couleur et en acrobatie, et a découvert le talent de ces jeunes qui ont décidé de prendre un nouveau départ vers un meilleur avenir. Une nouvelle entreprise prend les clés du transport collectif dans la métropole. Un nouveau contrat de gestion délégué de transport collectif urbain pour les autobus dans les 18 communes du Grand Casablanca a été signé. Le contrat qui prend effet demain porte sur une durée de 10 ans. Il pourra être prolongé de 5 ans. Reportage Amin Hiddou sur un récit de Hind Ben Aboubi.
Cette convention vient signer la fin du cauchemar des usagers casablancais des transports en commun. Un nouveau contrat de gestion de transport collectif par autobus a été conclu entre la ville de Casablanca et une nouvelle compagnie délégataire. Première phase de ce nouveau projet, la reprise de quelques 250 bus de l'ancienne société délégataire avant la mise en circulation de manière progressive de 400 bus d'occasion. S'en suivra ensuite la livraison de nouveaux véhicules. En tout, ce seront 700 bus qui seront mis en circulation d'ici la fin 2020. Donc en 2021, nous démarrons l'année avec 700 nouveaux véhicules à Casablanca. Il y a une phase de transition qui durera 3 mois, lors desquels nous aurons des véhicules provisoires. Et après 20 ans de travail avec réussite dans les différentes villes marocaines où nous opérons, et aujourd'hui, nous sommes conscients du grand défi qu'on a devant nous à Casablanca, mais on est aussi sûr qu'on a toutes les conditions pour réussir ce défi. Le nouveau contrat prend effet demain 1er novembre et porte sur une durée de 10 ans pouvant être prolongée de 5 ans. Il concerne les 18 communes du Grand Casablanca dont les habitants subissent la vétusté des services de transport en commun. Il faut changer de société, tous les bus sont dans un état déplorable. Le matin, on ne trouve pas de place dans les bus, les autobus sont pleins à craquer. C'est très dangereux. La nouvelle société délégataire opère depuis 20 ans dans le royaume, notamment dans les villes de Rabat, Tanger et Marrakech. À travers ce nouveau chantier, il s'agit de résoudre de manière pérenne la problématique du transport au sein de la ville de Casablanca. C'est l'heure à présent de décrypter l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ce soir l'œuvre d'un artiste hors du commun dont les photographies aux couleurs très flashy ensoleillent les espaces où il expose. Et oui, Hassan Hajjaj a l'art de donner un supplément d'âme aux espaces où il expose. La Fondation Belkahia lui a donné carte blanche pour chapeauter 15 photographes et investir les salles de son musée. Et le résultat, vous vous en doutez bien, Hassan, est époustouflant, bluffant, unique. Comme l'œuvre de l'artiste, il a le don de mélanger les codes esthétiques des anciens studios photo africains avec le style super coloré et jouissivement kitsch du pop art. Il s'amuse à revisiter les standards des marques de luxe ou de grande consommation. Et les plus grandes stars de la pop ont défilé derrière son objectif. Il a transformé Madonna en beauté berbère. Il a fait poser Maria Sharapova en habit traditionnel marocain. Bref, il a un style inimitable, si bien que Hassan Hajjaj est très coté à l'international. Actuellement, ses travaux sont exposés à la Maison européenne de la photographie à Paris, qui deviendra le temps de cette exposition la Maison marocaine de la photographie. Son œuvre est très métissée et multiculturelle, à l'image de son parcours de vie qu'il a mené de sa ville natale de Larache à Londres alors qu'il était à peine sorti de l'enfance. Allez-y, ça vaut carrément le détour, Hassan, à découvrir absolument jusqu'au 14 décembre au musée de la Fondation Belkahia à Marrakech. Isa Sharqi et Mohamed Chihima ont rencontré l'artiste. On regarde. C'est l'un des artistes marocains les plus originaux du moment, Hassan Hajjaj. Le photographe contemporain dévoile des clichés atypiques s'inspirant des studios africains d'autrefois, de mode mais aussi de pop art. L'artiste marocain expose ici ses œuvres près de celles de Farid Belkahia, l'occasion pour Hassan Hajjaj de rendre hommage au défunt artiste. J'ai invité 15 photographes marocains, des hommes et des femmes. C'est un projet qui montre le trajet à travers le Maroc de jeunes hommes et femmes. Certains d'entre eux sont connus, d'autres non. Nous avons également voulu exprimer à Belkahia notre considération pour ce qu'il a fait pour l'art au Maroc. Hassan Hajjaj, qui est dont on dit qu'il est un peu le pop art du Maroc. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est dans la continuité historique, montrer quels sont les questionnements aujourd'hui des jeunes artistes, puisque lorsque Farid Belkahia avait leur âge, il représentait l'avant-garde de son temps, avec notamment Mohamed Melihi. Des portraits aux couleurs vives, encadrés dans des boîtes en relief fabriquées avec des objets de consommation, exposés près d'œuvres un peu plus classiques. La confrontation de deux générations d'artistes aux influences différentes qui n'a pas manqué de séduire les visiteurs.
C'est intéressant de voir aussi qu'est-ce que cette nouvelle génération dont Hassan Hajjaj est un des membres importants, qu'est-ce que ça peut créer comme voisinage et qu'est-ce que ça dit sur l'histoire de l'art dans ce pays. Un artiste talentueux qui a su révéler une image très positive du peuple marocain et dans un style qui lui appartient, à savoir un style qu'il a élaboré en s'inspirant de l'expérience des photographes africains. Vivant entre le Maroc et la Grande-Bretagne, Hassan Hajjaj a su s'imposer à l'international par son style singulier et sa démarche artistique originale qui consiste à décloisonner les modes d'expression et créer des ponts entre les cultures. De la musique à présent, Samia, avec une jeune chanteuse qui est un peu la voix du nouveau flamenco. Oui, Rocío Márquez fait partie de la nouvelle vague des chanteuses de flamenco espagnoles. Elle interprète le chant andalou avec une voix très claire, sans les trémolos très rauques et très puissants dont on a l'habitude. C'est une artiste engagée. En 2012, elle n'a pas hésité à chanter au fond d'un puits de charbon de la région de Léon en compagnie de 8 mineurs en grève contre la fermeture du site. Elle fait partie des artistes espagnols qui ont réagi contre la politique d'austérité et contre les suppressions des subventions culturelles. Bref, voilà pour le portrait de cette jeune chanteuse andalouse, Rocío Márquez, qui a chanté dans le cadre du Festival du Flamenco des Instituts Cervantes qui s'est clôturé il y a quelques jours. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage d'Oussama El-Brkali et Majid Aziz. On regarde. Son nom est Rocío Márquez et le flamenco coule dans ses veines et sa voix. Née à Huelva, à l'extrême sud-ouest de l'Espagne, dans la communauté autonome d'Andalousie, cette chanteuse se distingue par une interprétation cristalline et précise du flamenco, s'éloignant de l'habituel déchirement âpre qui est attribué à ce style et modulant avec art sa voix au rythme du tocador. Nous avons invité Rocío Márquez pour le chant et Jesus Carmon la semaine précédente pour la danse, car ce sont deux des plus grandes figures artistiques du flamenco en Espagne et pour les faire découvrir au Maroc. Je ne connais pas l'artiste, mais je suis là pour voir un spectacle. J'aime l'art, j'aime la danse, je suis hispanophone et voilà. Rocío Márquez au chant et Miguel Ángel Cortés à la guitare font découvrir un flamenco autrement. Loin du show, de la danse captivante et des robes rouges, ce duo explore un pan oublié de la tradition flamenca, celui des mélodies puissantes, de l'expression avec émouvance qui finit par faire vibrer au-delà de la langue et des mots. Je me retrouve dans le flamenco d'une manière naturelle. Pour moi, c'est ma manière de m'exprimer. Je chante bien d'autres styles musicaux, mais la profondeur du flamenco me convient plus. Elle explore les limites du flamenco et devant elle, le public, dans un silence d'or, découvre ses mélodies parsemées tout au long de sa prestation. Et comme d'habitude, Samia, on termine avec vos propositions de sortie et votre agenda. Et on commence avec un magnifique festival qui célèbre la culture des nomades du désert, le festival de Talagalt, qui se tient à Mhamil Rizlan du 1er au 3 novembre. Et un artiste français international, Samy Thiebaud, en tournée au Maroc jusqu'au 9 novembre dans les instituts français de Kenitra, Casablanca, Rabat, Meknès, Agadir et Saouira et Marrakech. Ne ratez surtout pas les semaines du film européen du 11 novembre au 3 décembre à Marrakech, Casablanca, Tanger et Rabat. Et le camion théâtre Ajit Faraj continue sa tournée. Il plante son chapiteau mobile du 6 au 8 novembre à Aïs Ba'maran, une tournée qui va le conduire à sillonner toutes les petites communes du royaume jusqu'au 19 décembre. Et enfin, la nuit des philosophes, c'est le 9 novembre à l'Institut français de Casablanca. Yassine.
Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Une nouvelle fois a été consacré, un plan salué notamment par le Koweït et la France. C'est à une écrasante majorité que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger pour une année le mandat de la MINURSO. Pour le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, la résolution 2494 conforte les fondamentaux de la position du Maroc. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui demain à cette même place, Mehdi Soufiane. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.